Cette émission peut contenir des infos, Est-ce que c'est encore de circonstance de vous souhaiter, malgré que l'année soit déjà bien entamée, de vous offrir les meilleurs vœux de bonne année? Est-ce que c'est encore de circonstance? Il existe une règle concernant ça. Ah, attends, si je me souviens bien. Ah oui, OK, c'est quoi? Il me semble que j'ai lu ça à quelque part, qu'on avait jusqu'à, je pense, c'est la 3e semaine de janvier. Ah ouais, vraiment? Oui, où ça restait correct de dire bonne année à quelqu'un que tu n'avais pas déjà rencontré, là. OK, bien, bonne année. Il me semble que c'est 3 semaines. Ben, bonne année aux gens qui nous écoutent. Bonne année. Bonne année à toi aussi. On vous souhaite de la santé. On se lance dans une émission cette semaine pour la première. La première de la saison, de la nouvelle année. De l'hiver 2024. De l'hiver 2024, oui. On va parler d'un paquet de sujets intéressants. Oui, très intéressant. D'abord, on va parler avec Carol Scott, qui est superviseur des communications de la force policière de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Et on va parler du 911. Ah oui, OK, ça c'est bon, ça. Oui. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? On a tellement de bonnes questions à poser à madame. OK, alors qu'est-ce qui se passe dans une centrale de 911? Oui. Comment on deal avec les émotions quand on travaille là-dedans? Exactement. Puis ces gens-là, ils travaillent combien d'heures par jour? Ah, ouais, ben on va tout savoir ça. OK, parfait. Et au retour de la pause de la demi, mon cher, on va aller à quelque part de complètement à l'opposé. Ouais. On va parler avec Marc Charette. Il est fondateur du groupe Outaouais Paranormal. OK, fait qu'on va parler oui. de phénomènes oui. paranormaux. Oui. Ah oui, dis-les. J'allais dire Ghostbusters. C'est ça. Mais c'est un petit peu ça. Mais c'est intriguant. Qu'on y croit ou pas. C'est intriguant. Qu'on y croit ou pas. Oui. Ça a quelque chose qui pique un peu notre curiosité. Oui. Et puis, c'est des gens qui sont occupés en passant, là. Ouais. Ils sont occupés, ces gens-là. Là. Oui. Et j'ai fait une petite pré-entrevue avec le monsieur en question, puis ça n'a pas l'air d'un illuminé. Mm-hmm. Tu sais, tu pourrais dire, il est sauté sur le crinque. Ben, tu peux, oui. Attendez, là, le gars, il a l'air de quelqu'un qui relativise puis qui s'en va pas faire ses affaires nécessairement en se disant « m'en va courir du fantôme », le genre. Là, exactement, oui. Ça va être bien spécial. Oui, ça va être super intéressant. C'est après la demi. OK. Fait qu'on commence, dans une certaine mesure, l'année, mais sur les chapeaux de roue. Un petit peu, oui. Un petit peu. Tu sais, avant de se quitter pour la période des fêtes, on parlait de football. Oui. On parlait des bowls américains. Oui, puis de tes nachos, là, des événements sportifs. Les bowls que je me suis pas mal tout tapé pendant le temps des fêtes, j'en ai pas manqué beaucoup. Tu me niaises. Non, sans farce, là. Ouais, hein? Oui. Et ça m'a fait penser, parce que, tu sais, on se disait, ben oui, tu sais, le Sugar Bowl, le Rose Bowl, bon. Ben, sais-tu combien qu'il y a de bowls au football collégial américain? Là, je vais tomber en bas de ma chaise, j'imagine. Probablement. Il y en a 42. Ben non. Il y en a 42. Parce que toute équipe qui gagne 6 matchs, c'est une saison de 12, qui gagne 6 matchs, est éligible à un bowl. Alors, il y a maintenant 42 bowls. 42? Hey, c'est capoté rare, 42. François. Non, mais je veux dire... Tu sais, on connaît tous les plus célèbres, là, le Gator Bowl, le Sun Bowl, Cotton Bowl, Peach Bowl, l'Orange Bowl, le Citrus Bowl, le Fiesta Bowl, le Rose Bowl puis le Sugar Bowl. Mais il y en a d'autres qui sont drôlement intéressants aussi, dont le Pop-Tarts Bowl. Ben non. Le Pop-Tarts Bowl? Et c'est vraiment Pop-Tarts, là. OK. C'est vraiment Pop-Tarts. Mais il y en a un que moi, j'aime particulièrement. Il n'est pas tellement vieux. Je pense une dizaine d'années à peu près. C'est le Duke's Mayo Bowl. Duke's Mayo, c'est la mayonnaise Duke's aux États-Unis, qui est en passant très bonne. Et ça se joue à Charlotte, dans les Carolines. OK. Cette année, c'était North Carolina contre West Virginia. Ce qu'il y a de particulier avec ce bowl-là,
OK? C'est que l'entraîneur de l'équipe gagnante, habituellement, reçoit une belle grosse douche. Dans des cas, c'est même un bain de Gatorade sur la tête. Hein? Oui, OK, oui, Bon, c'est il généralement, gagne, c'est ça. Ouais. Bon, ouais, il vide le seau de Gatorade. Mais là, non. C'est pas un seau de Gatorade qu'il reçoit sur la tête. Oui, tu l'as deviné. C'est un seau de maillot. Tu me niaises-tu? Non. C'est ouais. pour de vrai. Et, faut dire que tous les entraîneurs s'y prêtent parce que la compagnie Dukes remet 10 000 $ à une œuvre de charité. Oh! Et cette année, l'entraîneur de West Virginia, Neil Brown, a reçu un seau. Il y en avait partout. C'est effrayant. Il y en avait partout. C'était tellement... Ça doit être gooey en plus. Tu sais, Ben, c'est de la maillot. C'est de la maillot. Oh, je voudrais pas vivre ça. Oh non, non, non. Non. Mais... Ben, même le Gatorade, là, tu sais, en tout pis moi, manger une douche de Gatorade. Remarque, là où ils sont... C'est collant un petit peu. Dans le sud des États-Unis ou dans ces coins-là, ça fait pas trop froid non plus. Non, mais... Il fait généralement beau, là, dans les bowls. Il y a certains bowls qui sont plus au nord, là. Mais la majorité des bowls sont en bas, là. Fait que... Spécial. Oui. Donc, il y a 42 bowls. Ça, c'est sans compter les championnats de division 1, 2 et 3. Et, bien sûr, le championnat national du CFP. Ça fait que pour un amateur de football comme toi et comme certains de nos auditeurs et de nos auditrices, oui, on se régale. Il y a de quoi à se tenir occupé pendant le temps des fêtes. Ben, ça commence le 15 décembre. OK, puis ça dure. Puis ça finit ça finit le 8 janvier. Ben là, cette année, ça finit le 8 janvier. Eh, mes aïeux, faut dire que pendant 2-3 semaines de temps, là, t'as du football, là, quasiment back-à-back. Quasiment tous les jours. Wow. Puis il y a des journées où il y a plusieurs bowls. Alors, il faut pitonner. Je vais te parler d'un sport pas mal moins physique, on va dire, que le football. OK. Quoique, le jeu. C'est quand même un art martial. Un art martial? Ouais. OK, c'est quoi? Le tai chi. Le tai chi. Connais-tu le tai chi? Ben, je connais le nom tai chi. Est-ce que je l'ai déjà pratiqué? Non. OK. Parce que ma flexibilité m'en empêcherait. On a découvert une nouvelle vertu. En fait, on le savait déjà, mais on l'a confirmé une fois de plus, c'est que le tai chi pourrait être une arme redoutable contre... Contre? La maladie de Parkinson. Oh! Hein? Ça, c'est intéressant, par exemple. Période de 5 ans, cette étude qu'elle aura duré. Et on a démontré une fois de plus, et ça a sorti il n'y a pas tellement longtemps, c'est paru dans un magazine qui se consacre à la neurologie, la neurochirurgie, la psychiatrie, une revue médicale mensuelle britannique. Alors, on a étalé les détails de cette étude qui a duré 5 ans. Et on prouve encore une fois, enfin, on fait la démonstration que le Tai Chi Chuan, dans sa forme courte qu'on appelle le Tai Chi, cet art martial chinois dont les origines remontent à quand, d'après toi? Oh boy! Ça doit être vieux, oh ça. Boy, hein? Oui. 13e siècle. 13e siècle, OK. OK, quand même. Alors, c'est un art martial de mouvement lent et souple. Tu sais, ça va pas vite. C'est comme pas le karaté là, du Tai Chi, mais... Ça reste quand même, tu sais qu'un art martial, c'est pas nécessairement un gros sport de combat où ce qu'on se fait sa gueule, là, excusez l'expression. Là. Oui, non. C'est juste le contrôle de soi, le contrôle des mouvements, c'est ça, hein, un art martial. Oh, oui, c'est pas nécessairement d'arriver puis c'est pas nécessairement le combat, là. Ouais, on pense art martial, on voit tout de suite, on voit Bruce Lee. On voit Bruce Lee. C'est justement ce que j'allais dire, c'est ça qu'on voit. Mais c'est pas juste ça, les arts martiaux. OK. Alors, on s'est aperçu que le Tai Chi aurait non seulement des vertus sur le mieux-être physique, mais il pourrait même contribuer également à lutter contre les symptômes de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, mine de rien, c'est une des maladies neurologiques qui connaîtrait actuellement la croissance parmi la plus fulgurante à travers le monde. On a une population vieillissante et tout ça. Oui, hein, effectivement. Il y a à peu près 10 millions de personnes, mine de rien, à travers le monde qui ont la maladie de Parkinson. Et c'est une maladie qui affecte la production de dopamine dans le cerveau. Les causes exactes,
on n'est pas... C'est pas certain. C'est pas encore tout à fait arrêté. On connaît pas nécessairement toutes les causes. Et tu sais une des personnes qui est atteinte de la maladie de Parkinson, qui est certainement l'une des plus célèbres à travers le monde, ou en tout cas, qui a le plus contribué à faire connaître cette maladie-là, c'est... Le sais-tu? Vas-y. Non? C'est Michael J. Fox. Ah, Michael J. Fox. Michael J. Fox, qu'on a connu dans Retour vers le futur, il a la maladie de Parkinson. Dans Family Ties aussi. Ah oui aussi. Alors cette nouvelle étude, elle démontre qu'il y a une solution beaucoup plus simple que toutes les opérations, que tous les traitements qui ont été évoqués jusque-là, et qui fait de cet art martial chinois ancestral, le Tai Chi, une redoutable arme contre le Parkinson. En fait, on dit que 2 séances d'1 heure par semaine pendant 6 mois déjà contribuent, c'est quand même pas mal, hein? 6 mois. Juste 2 séances d'1 heure, déjà, ça contribuerait à contrer plusieurs, en fait, des effets de la maladie de Parkinson. Ah ben. Alors, ouais, ça améliore la vitesse de la marche, ça améliore la posture, ça conduit même à une certaine réduction. Ben, écoute, on tremble moins et donc on chute moins et on a une meilleure qualité de vie, évidemment. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié pendant 5 ans, entre 2016 et 2021, mais là, on vient de écoute, il faut étudier tout ça et on vient de faire paraître ça il y a quelques semaines ou quelques mois. On a étudié 147 patients qui ont pratiqué le Tai Chi pendant 5 ans. On a étudié de l'autre côté 187 autres parents, pas parents, mais patients, c'est-à-dire avec le Parkinson, qui eux autres n'ont pas pratiqué le Tai Chi et on s'est aperçu qu'effectivement, les gens qui avaient pratiqué le Tai Chi, la maladie progressait beaucoup plus lentement que ceux qui ne pratiquaient pas. Et à tel point qu'on n'a pas eu besoin d'augmenter leur médication. Wow! Les autres étaient obligés d'augmenter les pilules parce que les symptômes augmentaient. Ben alors, ceux qui pratiquaient le Tai Chi, non, OK, on touche pas à la médication. Et on a constaté aussi beaucoup moins de complications dues à la maladie. Les chercheurs disent, attention là, faut pas nécessairement tirer de conclusion et dire que le Tai Chi est un remède contre la maladie de Parkinson, mais il y a très certainement, avec toutes les études qui avaient été faites précédemment, il y a très certainement moyen de faire une espèce de lien de cause à effet, si on veut. Là. Puis ça aide à ralentir. Ben, c'est le contrôle des mouvements, la pratique, le contrôle de soi et tout ça. Alors, si vous avez quelqu'un chez vous ou que vous-même êtes atteint de la maladie de Parkinson, c'est peut-être quelque chose à considérer ou en tout cas à discuter avec votre médecin. Absolument. Est-ce qu'il y a des exercices physiques que je pourrais faire? Ben, s'il vous recommande le Tai Chi, vous pourrez dire, ben, il y a des études qui se sont penchées là-dessus et que vraisemblablement, ça fonctionne. Très intéressant, mon cher. 911, ça te tente-tu dans un instant? Ah oui, j'ai plein de questions. Oui, est-ce que ça vous tente à vous autres, j'espère? Parce que dans un instant, on parle d'une centrale du 911. Restez en contact avec Le Contenir des infos. Écrivez-nous par courriel. pcdi@radio-rfa.com. Le Contenir des infos. Le service de 911, oui, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. As-tu une idée de l'année où on a passé le premier appel au 911? Le premier appel? Premier appel au 911. Ouf, moi, je dirais dans les fin 70-80, peut-être? T'es pas très, très loin. 1968. 1968. Premier appel au 911, 1968, à Alabama, aux États-Unis. Ou dans l'Alabama. Dans l'Alabama. Oui, dans l'État de l'Alabama. Je me rappelle pas de la place exactement, mais ça s'est passé en 1968. Ça date pas d'hier. Ben non, ça date pas d'hier, mais je sais pas si tu te souviens quand on était jeune. Oui. Sur le téléphone, à cadran, bien sûr, on collait le numéro de téléphone de la police et des pompiers. Mais aujourd'hui, c'est comme un petit peu plus simple que ça. Avec le 911, effectivement. Le 911, ben oui. Mais malgré que ça fait longtemps que ça existe, il y a des principes, il y a des choses qui nous échappent encore à propos du 911. On connaît pas tout, hein? On connaît pas tout du 911. On va aller à l'envers du décor. Et on a pensé recevoir quelqu'un qui est superviseur des communications à la force policière de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Il s'agit de Carol Scott. Elle est avec nous au bout du fil. Bonjour, Carol Scott. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien. Vous-même, c'est des journées très occupées? Des fois. Mais des fois. OK. D'abord, première chose, moi, je me demande, là, première question, c'est quoi qu'on recherche là, comme qualité chez un préposé ou une préposée qui travaille dans une centrale du 911?
Ça prend des gens qui sont sympathiques, empathiques envers les autres, qui veulent vraiment aider les autres, puis ont une bonne écoute, puis surtout qui peuvent s'adapter rapidement aux différents types d'appels au courant d'une journée. J'imagine que ça doit prendre quand même, comment je dirais ça, des nerfs d'acier, là, j'irais jusqu'à dire, non? Oui et non. Il y a des appels qui sont routine, puis parfois c'est moins routine. Ça nous prend un petit peu plus de, je vais pas dire du sang-froid, là, mais être un petit peu plus... En self-control, en contrôle de soi. Ben oui, Ben oui. c'est ça, là. Comme tu prends, tout de suite, là, c'est faut que tu prends en charge de l'appel. À quel Dans genre ces de défis que les gens qui travaillent au 911 font face à chaque jour? Ben, tu sais, c'est une job qui est quand même assez stressante, puis c'est vraiment un défi, là. Les appels qui rentrent, des fois, il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres, il y a des choses qui sont routines. Comme les appels, il y a des appels qui sont plus dérangeantes que d'autres, mais comme tous les opérateurs au service de 911, ils ont tout un type d'appel qui les dérange plus que d'autres. Comme moi, c'est les appels de feu personnellement, mais il y en a d'autres, c'est peut-être des accidents ou des choses à faire avec des enfants. Puis surtout quand on prend un appel, quand elle est terminée, on en prend un autre. Puis des fois, il n'y a pas le temps de prendre une pause entre un appel, là, on prend un grand respire puis on continue. Mais ça doit être dur de passer à autre chose. Tu viens de finir ton appel, puis tout de suite, il faut t'en prendre un autre. Là. Oui, c'est pas toujours facile. Surtout comme si vous avez eu quelqu'un qui était peut-être un petit peu plus moins qui criait ou qui était plus frustré, puis là, la prochaine appel qui rentre, mais c'est pour ça le grand respire entre les appels, c'est tu te claires l'idée puis tu passes à la prochaine. Madame Scott, comment ça se passe une journée? C'est quoi les quarts de travail là, pour quelqu'un qui travaille dans une centrale du 911? Est-ce qu'on fait ça pendant 8-10 heures de temps à se taper des appels de gens en détresse ou il y a des pauses? Comment ça fonctionne au juste? Mais ça dépend de la centrale. Ici, on travaille le format 2 jours, 2 nuits. Puis là, il y a la pause de 4 jours. Après, c'est des chiffres de 12 heures. Puis c'est souvent, là, des fois, tu peux travailler une pleine journée puis tu n'as pas vraiment une pause à sortir du centre, là, prendre ton dîner à ton pupitre, dépendant si c'est vraiment occupé ou si peut-être quelqu'un a appelé malade, puis on passe juste à 2 opérateurs. Wow. Mais comment on gère le stress et, disons, les émotions dans des situations comme celle-là? Je veux dire, est-ce que vous avez le droit de vous ménager un petit temps d'arrêt pour, je sais pas, moi-même, à la rigueur, faire du yoga dans le coin du bureau? Prendre ton souffle un peu. Comment on fait pour gérer ça? Ben, on a comme une petite pause, on a une salle, on appelle ça notre quiet room. Okay. S'il faut qu'on sorte pour quelques minutes pour juste reprendre nos émotions, ça arrive, c'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours, mais des fois, il y a des appels qui sont plus lourds que d'autres. Puis surtout, comme ça vient aussi avec l'expérience de travail. Quelqu'un qui commence juste, des fois, ça prend un petit peu plus de temps à trouver des trucs à développer des trucs pour nous gérer nos émotions. Dans les situations qui sont plus difficiles, notre formation entre vraiment en jeu aussi, là, comme ça, on peut procéder avec le cheminement de l'appel. C'est presque automatique, parfois. Quels sont le genre d'appels que vous recevez? Puis, y en a-tu beaucoup qui sont pas nécessairement bien importants? Là? Mais comme ici, au Nouveau-Brunswick, nos appels primaires, c'est comme pour l'ambulance, la police, le feu. Puis, on prend aussi des appels pour le centre antipoison, mais c'est moins souvent ces appels-là. Tous les appels qui sont reçus dans la province, au Nouveau-Brunswick, sont traités selon les directives sur les méthodes opérationnelles du 911-NB. Ça arrive parfois, là, tu sais, quelqu'un va simplement juste pas être certain où est-ce qu'ils vont appeler. On va rediriger leur appel, on va les conseiller que le 911, c'est seulement pour les urgences. Tu peux avoir comme la personne qui va appeler, là, on rit des fois un peu, là, tu sais, pendant une parade, mais ils veulent savoir c'est quoi la route de la parade. Ils vont appeler le 911 parce qu'ils savent pas où appeler, mais on veut juste leur dire c'est pas une urgence. Il faudrait appeler ailleurs ou la police locale ou quelque chose comme ça. Et vous, Madame Scott, vous êtes superviseur des communications à la force policière de Bathurst. C'est quoi au juste votre travail à vous comme superviseur? Vous coordonnez les gens qui sont là. Qu'est-ce que c'est votre rôle au juste? Moi, mon rôle primaire, c'est surtout de faire le bon cheminement, on va dire, tous les jours du centre de 911. Je m'occupe comme si quelqu'un a besoin d'une pause, si quelque chose arriverait, que ça serait vraiment occupé ou que
il y aurait besoin de l'assistance pour quelque chose, comme je suis là le jour pour les assister. Ils ont aussi comme des chefs d'équipe, par exemple, qui travaillent à chaque rotation pour aider avec ces choses-là. Moi, je suis plutôt comme la personne qui est entre le bureau de 911 et les opérateurs, là. Je suis le lien entre les deux. OK. Et j'imagine qu'à un moment donné, là, les opérateurs, ils doivent devoir parler à quelqu'un. À un moment donné, tu as besoin de parler à quelqu'un parce que tu viens d'avoir un appel qui t'a vraiment marqué, là. Oui, c'est sûr. Ça arrive des fois que... Mais on a des programmes en place pour ça, par exemple. Ça, c'est... Tous les départements de 911, comme les forces policières, ils ont tous ces programmes-là en place pour la santé mentale de leurs opérateurs, de leurs policiers. Tout le monde a ça en place. Alors, en Des clair, fois, c'est juste une question de leur donner un petit break, puis juste... Ouais. Parce eux autres, comme souvent, un opérateur, là, ce qui va avoir un problème, c'est qu'ils sont pas sûrs s'ils ont fait la bonne chose. Des fois, tu sais, c'est des choses compliquées. C'est juste en parler pour quelques minutes, puis là, tout est correct. Ouais. Et vous, Mme Scott, vous en avez déjà pris des appels? Ah oui. Oui. Est-ce qu'il y en a parmi eux, là, les appels que vous avez pris? Est-ce qu'il y en a qui vous ont, disons, particulièrement émus ou d'autres qui vous ont été, disons, plus marquants là, dans votre carrière dans une centrale 911? Ah oui. Ça fait 22 ans là, que je suis ici. Là. OK. J'en ai entendu des choses, mais des fois, ça reste avec nous autres pour un peu plus longtemps que d'autres fois. C'est pas toujours des choses tristes. Des fois, ça peut être quelque chose qui est... C'est juste lourd. Ouais. Mais on passe au travers. On revient le lendemain. Mais ça doit être difficile de ne pas emmener ton travail à la maison. Parfois. Oui, hein? Parfois. Mais l'équipe qui travaille, là, sont vraiment comme, ils supportent beaucoup un à l'autre. OK. Puis on supporte c'est chaque équipe de dispatch ici, on va dire, pour le 911. Ils sont 4 équipes. Puis souvent, l'équipe qui a travaillé le jour, si c'était difficile, ils vont rester un petit peu plus longtemps pour en parler avec le chiffre qui rentre la nuit. Des fois, ils vont m'appeler pour discuter de quelque chose les a vraiment marqué. Puis on a plusieurs personnes qui ont plus d'expérience comme moi, puis on garde toujours un œil sur tout le monde, puis surtout les plus jeunes. On s'appelle les plus jeunes. Moins d'expérience. Hey, j'imagine que ça doit être gratifiant là, quand il arrive des bons moments. Là, on imagine qu'il y a des choses qui sont plus tragiques ou qui sont plus marquantes, mais il doit y avoir d'autres choses qui est beaucoup plus encourageant, comme par exemple si une famille est à la recherche d'un enfant disparu et que finalement on sait qu'on l'a retrouvé, ou encore que vous aidez une mère à accoucher et puis que vous savez que le bébé est en pleine forme. Ça doit être le genre de choses quand même qui sont gratifiants dans une job comme celle de Mme Scott, n'est-ce pas? Ah, absolument. C'est une job, on va dire, c'est gratifiant. On est là pour aider les gens. Des fois, c'est juste les diriger à la bonne endroit, comme c'est quelqu'un qui va dire, je suis pas certain si j'ai besoin d'une ambulance, mais on va le diriger au service d'ambulance. Parfois, c'est, comme tu dis, un enfant qui peut être perdu, mais tout le monde, pour un appel comme ça, la police, tout le monde va aider, là, tu sais, c'est tout le monde. Puis nous autres, je ne veux pas dire qu'on dirige ça, mais ça commence avec nous autres. Fait pour le service de 911, on dirige l'appel au bon service. En terminant, avez-vous des conseils à donner aux auditeurs concernant justement les appels au 911? Si jamais quelqu'un devrait appeler le 911 en cas d'urgence, c'est toujours bon d'essayer de rester calme, de parler clairement, de donner la position où ce qu'ils sont le mieux qu'ils peuvent. Des fois, ils savent pas l'adresse, mais ils peuvent peut-être dire comme c'est à côté du McDonald's ou des choses en général comme ça. Surtout comme d'écouter l'opérateur, parce que eux autres, ils vont les assister puis ils vont les envoyer l'aide qu'ils ont besoin. Rester calme, c'est une grosse chose. Oui, OK. C'est pas toujours possible. Oui, ben, j'imagine, quand on est dans une situation tragique, ça doit pas être évident de garder son calme. Mais une dernière question, Mme Scott, en terminant. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, j'ai fait un pocket call parce que j'ai accroché le bouton. Tu sais, j'avais programmé sur mon téléphone cellulaire que quand tu accroches le bouton power une couple de fois, je sais pas trop, ça appelle 911. Ça appelle le 911. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un pocket call? Si quelqu'un fait un pocket call puis ils sont au courant qu'ils l'ont fait, c'est toujours comme c'est conseillé de rester au téléphone. Parce que quand la personne accroche, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai fait le 911, puis là, ils vont accrocher. Mais nous, comme opérateurs, il faut qu'on rappelle cette personne-là. Ah, OK. C'est juste,
ça nous occupe. Ah oui, C'est qu'on peut avoir quelqu'un d'autre qui va appeler le 911, puis ça va peut-être prendre un petit peu plus longtemps pour eux autres. C'est rester au téléphone, vraiment, c'est important parce qu'on va poser quelques questions, puis là, on va relâcher l'appel. Mais si ils ont accroché, il faut les rappeler, parfois laisser un message. Tu sais, c'est vraiment important de rester au téléphone. Ouais, je comprends que quand on fait un appel comme celui-là, par erreur, par inadvertance, on a tendance à dire, oh, quand ça commence à sonner ou quelqu'un qui répond, on va raccrocher. Ben oui. Alors qu'en réalité, on monopolise un peu de votre temps en faisant ça parce que vous êtes obligé de rappeler. C'est ça que vous nous dites, là. Ben oui. Oui. Ouais, okay. C'est ça, comme on rappelle pour faire sûr que, parce que ça peut arriver, quelqu'un va faire le 911, puis peut-être tout d'un coup, leur appel ils vont perdre l'appel parce qu'il y a peut-être moins de services. Il faut qu'on les rappelle. Puis là, ils sont peut-être au téléphone avec quelqu'un d'autre ou juste faire sûr que tout le monde qui appelle le 911, que leurs appels sont répondus puis qu'on peut leur offrir l'aide qu'ils ont besoin. Fait que j'espère que tu as changé ton setting sur ton téléphone. Je l'ai désactivé. Okay. Je l'ai désactivé carrément. J'ai dit, je veux pas que ça reproduise, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'était vraiment très instructif. Ouais. Carole Scott, elle est superviseure des communications de la force policière de Bathurst. Elle nous parlait du service du 911, le NB 911, le service d'urgence de la province du Nouveau-Brunswick. Madame Carole Scott, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous. Avertissement. Cette émission Peut contenir des infos. Dans l'émission peut contenir des infos pour cette troisième partie de l'émission. Oui. On va parler de quelque chose, disons, de pour le moins, on va dire intriguant. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça demeure un sujet le fun à discuter. Oui, ça pique, je pense, et ça va piquer la curiosité de pas mal de gens parmi nos auditeurs, où que vous soyez à travers le Canada. Vous avez peut-être dans votre coin de pays des lieux qui sont propices à ce genre de choses-là. Je vais le dire, là, on va l'annoncer. Oui. On va parler de phénomènes paranormaux. Oui. Et il me semble qu'on a tous entendu une histoire quelconque qui se passe dans une maison. C'est ça, dans un lieu à quelque Exact. part dans notre coin de pays. Et celui qu'on va recevoir aujourd'hui en entrevue, il est le fondateur d'un groupe qui s'appelle Outaouais Paranormal. Et son boulot à lui, ou enfin la chose à laquelle il se dédie, c'est justement d'aller au-devant des phénomènes paranormaux dans une certaine mesure. Alors, on l'a au bout du fil avec nous. Monsieur Marc Charette est là au téléphone. Bonjour, Monsieur Charette. Oui, bonjour. Monsieur Charette, vous êtes le fondateur d'un groupe qui s'appelle Outaouais Paranormal. D'abord, d'entrée de jeu, moi, la première question que j'aurais le goût de vous poser, qu'est-ce qu'on qualifie de phénomène paranormal? C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Un exemple, là, comme vous m'appelez pour me dire que votre maison serait possiblement hantée. Ça prend beaucoup de preuves, nous, pour aller faire une enquête. Ça nous prend des preuves vidéo, ça nous prend de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette résidence-là? Puis, comme nous, on va déclencher une enquête, là, si vraiment, là, comme on doute qu'il y a un phénomène qui se dit paranormal que vous pouvez pas identifier. OK. Qu'est-ce qui vous a amené, vous-même, à enquêter sur ces phénomènes-là? Ben, moi, j'avais peut-être l'âge de 6-7 ans, suite à des apparitions d'ovnis dans le secteur Gatineau, en Outaouais. Ça m'a toujours passionné, disons, de savoir qu'est-ce qui se passait. Suite à ça, j'ai été dans le domaine avec M. Jean Cazot, qui était animateur de la radio dans le temps, dans l'Outaouais. Moi, je me suis joint à M. Jean Cazot pendant 15 ans dans le domaine des ovnis. J'étais quand même ufologue. Ensuite, il y a des gens qui m'ont approché pour des phénomènes paranormaux dans l'Outaouais, parce qu'il n'y avait aucune équipe dans ce temps-là qui était quand même crédible. Donc, je ne pouvais pas faire les deux. Je me suis lancé dans le domaine paranormal. Ça fait à peu près une autre quinzaine d'années. Moi, je suis dans le domaine peut-être depuis 35-36 ans. Monsieur Charette, il faut bien comprendre une chose. Là, on vous l'a entendu dire il y a quelques minutes de ça. Vous partez pas sur une enquête, comment je dirais ça, avec vos gros sabots, excusez l'expression, votre truck de Ghostbuster, là, en disant on s'en va courir du fantôme. Ouais. Il faut qu'à la base, à la prémisse de votre enquête, faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait matière à enquête.
Ben, regardez, la plupart des gens, il y a des gens qui prennent des photos, soit des vidéos, puis ils nous envoient ça, puis ils voient ces fameuses boules blanches-là. On voit ça souvent sur des photos. Puis nous, on juge que c'est seulement des poussières. Les gens appellent ça des orbs, mais je peux vous dire, là, c'est seulement que des poussières. Comme nous, quand vous nous dites ça, là, j'ai quelque peu de difficulté avec ça, moi, les boules blanches puis les boules bleues, là. Puis normalement, il y a des gens qui allent dans des cimetières, puis ils vont prendre des photos de ces fameuses boules-là. Puis là, il faut vous dire une chose. Des corps en décomposition. Ce sont des boules de méthane qui sortent de la terre. C'est seulement un gaz. Okay. Donc, nous, ça nous prend beaucoup plus pour déclencher une enquête. Ouais. Pourquoi les gens vous contactent, là, de façon générale, à la fin d'enquêter? Est-ce qu'il y a, par exemple, des fantômes dans leur maison? Est-ce qu'ils entendent des trucs? C'est quoi, de façon générale, la raison pour laquelle les gens font appel à Outaouais Paranormal? Des gens qui vont faire appel à nous, ça va être possiblement des bruits, ça va être des cognements dans les murs, ça va être tout en plus des objets qui vont se déplacer dans des pièces, des objets qui disparaissent, où ils vont entendre des voix, quelquefois des conversations, puis on les entend très claires. C'est suite à ça que les gens nous appellent, là. OK. C'est quoi ça fait plusieurs années que vous êtes dans le domaine, là. C'est quoi l'affaire la plus bizarre que vous avez vue? Ben, regardez, je peux vous dire, moi, j'étais dans le secteur, nous, c'est dans l'Outaouais, secteur Elmeux qu'on appelle. Oui. C'est l'ancien Gatineau, qui a eu beaucoup d'histoires. Puis moi, à un moment donné, j'enquête, je suis dans un grenier, puis là, j'aperçois comme une masse noire, là. C'est comme un monsieur, là, qui est noir, là. Il se déplace dans le grenier. Ensuite, je l'éclaire avec une lampe de poche. Puis là, je le vois très comme il faut, là. Je peux vous dire une chose, là, quand votre cerveau ne fait pas de lien, votre cœur, là, en prend un coup, là, ça y débat, là, quelque chose de très rare. Il faut avoir les nerfs assez solides, je veux dire. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on part dans ces enquêtes-là, M. Charette. Il faut pas s'en aller là si on est le moindrement mal à l'aise quand il se passe quelque chose d'un peu bizarre autour de soi, là. Ben, regardez, les gens se demandent beaucoup, est-ce que vous avez peur lorsque vous faites une enquête? Je peux vous dire, quelquefois, j'ai vécu des enquêtes. Oui, j'ai peur. Moi, je peux vous le dire, là. C'est arrivé quelquefois, là, j'aurais eu le goût de partir de là, mais devant les clients, il faut se dire, ben écoutez, on a une enquête, on est professionnel, on peut pas se partir en courant, là, ça se fait pas. On fait notre métier, puis là, ensuite, on donne les résultats aux gens. C'est quoi exactement le but de votre travail, puis comment ça se passe, l'enquête et tout ça? Regardez, nous, on est au départ à but non lucratif. Donc, les enquêtes là sont gratuites, là, mettons, à un certain kilomètre là, de notre région. Ensuite, il peut y avoir des frais, mais c'est quand même assez minime. Nous, les gens nous appellent pour nous dire on pense que leur maison est tentée. Donc, nous, on va se déplacer, on prend un rendez-vous, on va procéder à l'enquête. Nous, on va installer des caméras infrarouges, toutes sortes de caméras, appareils photo. Ça va être autant électronique que comme à l'ancienne. Nous, on aime bien jouer avec soit des petites balles, des ballons, des autos, là, si ça concerne des enfants. Suite à ça, on récolte des données audio, autant audio que vidéo. Puis ensuite, on analyse tout ça. C'est ça qui est le plus long dans une enquête, c'est d'analyser là, toutes ces données-là. Ça peut être des jours et des jours. Puis ensuite, là, on va donner les résultats aux gens. En donnant les résultats aux gens, si nous, on dit oui, il y a des phénomènes paranormaux dans votre résidence. Ensuite, eux, on va leur référer une médium qui va procéder peut-être à un nettoyage. Là, ça, on les repousse dans ce domaine-là. Ensuite, ils vont s'arranger, mettons, entre eux là, pour régler le problème. C'est où le plus loin vous êtes allé? Vous êtes dans la région de l'Outaouais, là, mais vous ne faites pas juste l'Outaouais? Ben, je peux vous dire là que nous, les derniers voyages, là, ça a été dans le coin de New York. On a fait Gettysburg, où il y avait eu la bataille de Gettysburg. Oui. Puis je peux vous dire que à Gettysburg, durant la nuit, là, on a eu quelques phénomènes assez impressionnants. Ah oui? Puis nous, les gens peuvent voir les enquêtes. On a un site web, c'est outaouaiparanormal.ca. Les jeunes à le voir. Toutes les enquêtes sont gratuites. Les gens peuvent regarder ça. C'est du début à la fin. Qu'il y ait quelque chose ou non,
toutes nos enquêtes vont sur notre site web. Monsieur Charette, dites-moi une chose là. Quand les gens vous téléphonent d'entrée de jeu, est-ce que d'abord ils sont, comment je dirais ça, suspicieux? C'est quoi l'attitude des gens qui prennent contact avec vous? Est-ce qu'ils ont déjà des doutes ou ils sont déjà, disons, conditionnés? Dans quel état d'esprit on vous contacte? Ben, il y a des gens d'ailleurs, quand vous vivez, mettons, un décès d'un proche, il y a des gens qui vont nous appeler, puis qui pensent encore que ces proches-là habitent encore avec eux, ou ils sont alentours d'eux. Là, ils vont nous appeler, nous demander, voir. Mais nous là, le but, là, c'est pas de dire, ben oui, votre père, votre mère est avec vous, là. Non, c'est pas ça du tout, là. Les gens, comme, je sais pas, des fois, quelquefois, le deuil, on va dire, comme, sont en deuil, ces gens-là. Ouais. Donc, ils vont avoir des fois la perception que le proche est encore avec eux, puis c'est pas le cas, là, normalement, là. C'est pas comme les hantises, là, c'est pas à 100% là, qu'il va y avoir quelque chose. Là. Ça arrive que des fois, par exemple, vous allez dans une maison où les gens entendent des bruits et qu'au final, vous découvrez qu'il y a des rats ou encore des ratons laveurs dans le grenier qui s'amusent. Ça peut être des choses aussi banales que celle-là, finalement. Ben, exactement. Nous, on a un procédé. On va vérifier s'il y a de la moisissure. La moisissure, elle peut causer à long terme là, des hallucinations. On va voir les champs électromagnétiques causés par les Hydro-Québec. Ça peut être des champs magnétiques tellement élevés qu'ils vont affecter les gens. On vérifie, voir s'il n'y a pas d'excréments d'animaux, bien sûr. On va tout éliminer, là, qu'est-ce qui pourrait affecter les gens. Si on trouve absolument rien, là, côté rationnel, on va pencher vers le domaine paranormal. C'est quoi à peu près le taux là, de vrai ou faux dans vos enquêtes, là? Ben, écoutez, là, c'est pas, je dirais, là, mettons, là, à 98,5%, il n'y a aucune hantise. Ah oui, OK. On va peut-être prendre un 2 points quelque chose, là, qui pourrait y avoir des choses, là. Mais on rencontre aussi des phénomènes qu'on appelle résiduels, là. C'est comme une image du passé, que vous soyez là ou pas, ça va passer pareil. Ça, c'est une chose qu'on rencontre assez souvent. OK. Mais c'est vraiment fascinant comme domaine, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Je veux dire, on a tous déjà entendu parler autour de chez soi, dans notre région, d'une maison hantée, comme on le disait tantôt, ou d'un parc ou d'un truc comme celui-là. Et puis, on se demande toujours comment ça se passe des enquêtes. Mais moi, je suis vraiment, j'allais dire étonné, mais je suis rassuré dans une certaine mesure, M. Charette, de savoir que vos enquêtes, vous partez là avec vraiment un souci de professionnalisme et que vous tassez des trucs là dans le sens où on va y aller dans le rationnel, puis après ça, on va faire la démonstration. Si effectivement il y a quelque chose qui pourrait être paranormal, c'est là où on va tomber là-dedans. Moi, ça me rassure dans une certaine mesure, M. Charette. Je sais pas si les gens avec lesquels vous faites affaire ont ce même état d'esprit, mais moi, je trouve ça très intéressant. Tous nos gens, là, moi au départ, là, ces gens-là que j'ai pris comme enquêteur, ils se devaient d'être en partant, là, d'être terre à terre, là, que ça soit du monde concret, là, qui ne voit pas des choses partout. Dire, moi, quand quelqu'un me dit je ressens des choses, là, je débarque un petit peu. Franchement, c'est très fascinant. Monsieur Charette, Monsieur Charette, Marc de son prénom, Marc Charette, il est fondateur du groupe Outaouais Paranormal. On peut rappeler votre site Internet, Monsieur Charette, si on veut aller voir vos enquêtes et en apprendre un peu plus sur votre travail? Oui, exactement. Pour voir le site, là, c'est outaouaiparanormal.ca, là, sur Google, partout sur le web. Puis les enquêtes sont complètement gratuites pour les voir. Il n'y a aucun frais, fait que les gens peuvent aller s'amuser puis regarder nos enquêtes. Merci beaucoup, Monsieur Marc Charette, fondateur du groupe Outaouais Paranormal. Bonne continuation dans vos enquêtes, Monsieur Charette. Je vous remercie beaucoup, puis à vos auditeurs, merci bien. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz. Le quiz. C'est le moment tant attendu. The quiz. Et puis là, ça fait un petit bout de temps quand même qu'on n'a pas eu de quiz parce qu'on a pris toute la pause du temps des fêtes. Effectivement, c'est donc le premier de la nouvelle saison, mon cher, et j'espère que tu es prêt parce que j'ai un beau gros vrai ou faux pour toi aujourd'hui. OK, première question. Alors que l'huile ne se mélange pas dans l'eau, elle se mélange dans l'alcool. Vrai ou faux? Elle est bonne, celle-là, hein? Je dirais faux. Probablement. C'est faux?
Alors que l'huile n'est pas miscible dans l'eau, elle l'est parfaitement dans l'alcool. Pour vrai? Oui, parce que les molécules d'huile et d'alcool ont des propriétés similaires. Ah oui. Donc, elles peuvent... Eh ben, Question numéro 2. Les scorpions font partie de la même classe animale que les araignées. Vrai ou faux? vrai. C'est vrai. Les scorpions sont des arachnides au même titre que les araignées ou les acariens. Et puis, dans tous les cas, c'est loin d'être beau, là. C'est loin d'être beau, puis tu veux C'est pas que- nécessairement en avoir dans ton lit. C'est un choix très personnel, là, où en fait, c'est une, comment je dirais ça, c'est une opinion Oui. très arrêtée peut-être, vous me direz. Il y en a probablement parmi vous autres qui aimez les scorpions, mais à part les personnes sous le signe du scorpion, ça me fait pas triper plus. Non, moi non plus. Honnêtement, vraiment pas. 3. Les icebergs sont constitués d'eau salée. Vrai ou faux? Ben, c'est faux. Ben, ça pourrait pas geler autrement. Si c'était en eau salée. C'est bravo. Les icebergs sont des blocs de glace détachés des glaciers. On dit que l'eau des glaciers et icebergs est extrêmement pure. J'avais entendu parler à un moment D'ailleurs, donné. il y a des compagnies qui... Ben oui, c'est ça. J'avais entendu dire qu'il y avait Ils vendent ça à prix d'or, une là. compagnie, genre en Afrique ou je sais pas trop, qui voulait prendre un iceberg, traverser l'océan avec ça et s'en servir pour alimenter en eau potable Ah, ben certains oui. pays du globe. Effectivement. Mais tu sais, quelle aventure, hein? Juste un petit peu. Chihuahua. Chihuahua! Oui. Oui. Et le nom d'une ville mexicaine. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Effectivement, Chihuahua, c'est un État du Mexique dont la capitale porte également le nom de Chihuahua. Alors, c'est pas juste un petit chien. C'est pas juste un petit Wawa, c'est également une ville et un État. Les monégasques sont interdits de casino. Vrai ou faux? Les gens, monégasques, ça, c'est les gens qui habitent Monaco. Monaco, oui. Mais il y a des casinos à Monaco. Il y a des monnaies, Quand- oui. Et C'est puis, plein. il serait interdit d'aller là-dedans, pour vrai? Ben, peut-être. Moi, on va dire vrai. Je sais pas pour quelle raison, là, mais... Cette interdiction remonte au 19e siècle. Vraiment. hein. Le prince Charles III avait fait installer des casinos pour renflouer les caisses de la principauté, mais il refusait que ses sujets s'y ruinent. Il était wise quand même, pas pire. le C'était gars. pas pire, ça. Ça, j'aime bien l'explication. L'Arc de Triomphe de Paris Oui. est un symbole de la victoire française lors des guerres napoléoniennes. Vrai ou faux? Hey, yo, 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 yo. Je dirais pour faux. J'irais pour faux. Je sais pas pour quelle raison, mais j'irais pour faux. Je pense pas que... C'est au lendemain de la bataille d'Austerlitz que Napoléon Ier ordonne, le 18 février 1806, la construction d'un arc de triomphe sur la place de l'Étoile à Paris pour commémorer les victoires de ses armées. Ben, remarque, avec un nom pareil, Arc de Triomphe, oui. on fallait devait qu'il- se douter un petit peu qu'il y ait un triomphe à quelque part en arrière de Fallait ça. qu'il ait gagné à quelque Maintenant, part. à qui revenait-il? Ben, c'est ça. Ah ben là, on le sait. La piqûre d'un hérisson. C'est beau, des petits hérissons, par exemple. Trouves-tu? Oui, c'est cute. C'est vraiment cute. La piqûre est très urticante. Vrai ou faux? Je pense pas tant que ça. Ben, il y a des gens qui ont des hérissons à la maison chez eux. Oui. Donc, il faudrait être un peu kamikaze pour avoir quelque chose qui... Non, je pense pas. Non, pas tant que ça. Peut-être un petit peu. Ah, non, faux. Les piquants du hérisson ne sont pas urticants. Ok. Et ils ne s'enfoncent pas dans la peau. Non plus. Ils sont simplement des poils modifiés très épais à l'extrémité pointue. C'est ça, c'est piquant un petit Il n'y peu. a pas mais- d'or, puis il n'y a pas de venin non plus. Fait que tu ne vas pas te gratter si Non. tu te fais piquer par un hérisson. Ben, ça ne peut pas- piquer, là. Ça Oui, peut oui, c'est piquer, ça. mais ça va pas faire de dommages. Ouais. Les emails, Oui. courriels,
sont beaucoup plus écologiques que le courrier papier. Vrai ou faux? Et mes amis, que si on compte toute l'empreinte, comment je dirais ça, écologique des emails, les serveurs, les ordinateurs pour envoyer, je suis pas sûr que ce soit bien plus écologique. Les courriels sont stockés sur des serveurs, Oui, dans des centres de data, absolument. qui consomment énormément d'énergie à chaque jour que vous consultez votre boîte de courriel. Les emails consomment de l'énergie sur une longue période, contrairement à une lettre qui ne consomme les ressources que durant son transport et, pour faire le papier, bien entendu. De plus, les nombreux spams et emails non lus font que le courriel n'est pas un si bon élève que ça, contrairement au papier. Au niveau environnemental. Mm-hmm. Quelle plaie d'Égypte, les spams, quand même, hein? Oui. Puis ça m'amène à vous dire aussi de vider votre boîte de spam. Ah oui, la boîte de spam, oui. Oui. Et vider aussi votre boîte de courriel supprimée, parce que ça reste sur le serveur. Ah ben oui, c'est encore ça. là, ça prend de la place. Je suis mauvais élève pour la boîte de réception, par exemple, parce que... Ah ben ça, Oh. oui. My God. 333 milliards de courriels ont été envoyés en 2022 à travers le monde. Wow! OK. Non, je te crois quand tu dis que 333 milliards. c'est beaucoup, là, c'est beaucoup. Le film Avatar est le plus gros succès commercial du cinéma mondial. Vrai ou faux? J'aurais tendance à dire faux. Le film a rapporté 2,9 milliards de dollars, soit le plus gros film devant Avenger, The Endgame, et un certain une affaire de bateau. Là. Ah, Titanic? Ouais, Titanic. Ah oui, ça a fait de l'argent, ça aussi. Oui. Mais non, Avatar, c'est celui-là qui a rapporté le plus. Eh ben, Ouais, moi non plus, je je l'ai même pas vu. Le chien dalmatien doit son nom à une région nommée la Dalmatie. Vrai ou faux? Faux. La Dalmatie est une région historique de la Croatie dont sont originaires Pour vrai. les chiens dalmatiens. Eh ben. Fait que les 101 dalmatiens venaient de la Dalmatie. Je savais pas ça, mais c'est intéressant, merci. On va se coucher plus intelligent ce soir. Je veux pas généraliser et dire qu'ils sont tous comme ça, mais j'ai un oncle, Oui. enfin j'avais un oncle, c'est-à-dire, qui avait un dalmatien. Ouais. Et? Ça, c'est gnochon comme chien. C'est assez particulier, hein? Je veux pas généraliser. OK, lui était pas... Dans ce cas-là, OK, lui, il manquait quelques billes. c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, on va Ah dire. non? Ah non. Non, Ah c'était- non. C'était assez gnochon comme chien. OK? Parlant de chien et de chat, Oui. peut-être êtes-vous dans un processus d'achat ou d'adoption d'un animal de Ah, compagnie? j'y ai pensé, moi. C'est-tu vrai? Oui, j'y ai pensé. Tu pensais quoi? Acquérir un chien, un chat? Tu savais Ben, pas trop? je sais pas trop, là. J'adore les chats, j'adore les chiens, j'adore les animaux. Ben, je vous donne 5 raisons pour lesquelles vous devriez pencher peut-être pour un chien. Ah, OK, ça va peut-être m'aider, ça. Et à l'inverse, 5 autres raisons pour lesquelles vous devriez peut-être pencher pour un chat. Un chat? OK. Pourquoi on choisirait... Ben, je vais commencer avec les chats, tiens. Ouais. Pourquoi on choisirait un chat plutôt qu'un chien? Ben, l'une des premières raisons, c'est l'indépendance. Ah, ben là, oui. L'indépendance. Les chats sont indépendants, en tout cas plus que les chiens dans la majorité des cas. Hein. Il y en a qui sont Mhm. un peu colleux, mais... Oui. Et ils nécessitent évidemment moins d'attention, Ouais. ce faisant. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles vous devriez peut-être choisir un chat. Si tu veux juste avoir un animal qui se promène dans la maison, Exactement. un chat, c'est Petite boule de parfait. poêle. Oui, c'est ça. C'est ça. Ramasser du poil partout. La propreté. Oui. Pas pour Ah, le, ben oui. Pas pour le poil, Oui. là, mais les chats sont généralement plus propres que les chiens et Oui. ils n'ont pas besoin d'être sortis pour faire le petit besoin. Hein? Bien Les d'accord. tiers, ça suffit. La vie en appartement, si vous êtes quelqu'un en appartement, Ça prend pas trop de place. les chats sont plus adaptés justement Oui. à ce genre de vie-là. Ils n'ont pas beaucoup besoin d'espace non plus. Non. là. Le silence. Dans la majorité des cas, les chats, quoique ça arrive des fois, là, mais les chats sont généralement plus silencieux que les chiens. Disons que ça fait moins de train. Tu as un chien qui aboie, Qu'est-ce que ça fait une femelle en... Bernard!
Bernard! Une femelle, une chatte là, qui est dans ses périodes de Bernard! C'est exactement ça. C'est vrai. Oui. Mais ça, c'est rarissime. Tu sais, comme un chien, ça frappe à la porte. Ah oui, c'est ça. Okay. L'alimentation, ça, c'est la 5e raison. Les chats sont souvent plus faciles à nourrir que les chiens parce qu'ils ont une alimentation, somme toute, beaucoup moins complexe. Ouais, puis c'est pas gourmand non plus. Là. Puis quand il a trouvé sa sorte, oui, c'est ça. Change la peau. Si c'est du Mamselle Mew, oui. C'est que ça, puis tu te baldes pas. Il aime ça. Donc, c'est ça. Pourquoi vous choisiriez un chien à l'inverse? Oui, pourquoi? 5 bonnes raisons. D'abord, la socialisation. Ah, ben oui. Les chiens sont plus sociables que les chats. Ils vont venir au-devant de vous autres, bien plus. Tu arrives à la maison, le chien, il dit « Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » Ça fait 5 minutes que t'es sorti. Mais c'est ça. Dans sa tête, ça fait une éternité. C'est ça, exact. La sécurité. On s'entend que les chiens sont, en général, de meilleurs gardiens que les chats. Ils vont t'avertir, oui. Oui. On disait tantôt, les chats sont peut-être moins bruyants, mais les chiens, s'ils aboient à 2-3 heures du matin, c'est que quelqu'un qui est en train de marcher sur le terrain. Tu sais. Troisièmement, l'apprentissage. Les chiens sont plus faciles à entraîner que les chats et ils peuvent être dressés pour effectuer une variété de tâches. On va chercher les pantoufles, va me déboucher une bière. C'est ça. On va loin, là, oui. L'exercice, comme 4e raison, si vous êtes quelqu'un qui aimait faire de l'exercice et aimeriez avoir un animal de compagnie, quelqu'un pour vous accompagner dans votre jogging ou encore pour lancer le frisbee ou je sais pas trop. Et même quelqu'un qui fait pas d'exercice, justement. Aller prendre des marches. C'est une bonne idée, ça te force à sortir. Voilà. Et nous compléterons cette chronique animalière et l'émission en même temps avec la 5e raison pour laquelle vous devriez peut-être acquérir un chien, la fidélité. C'est vrai que c'est fidèle. Les chiens sont souvent plus fidèles que les chats et ils peuvent former des liens étroits avec leur propriétaire. Ne dit-on pas d'ailleurs que le chien est le meilleur ami de l'homme? Oui. C'est la conclusion de notre émission pour cette semaine. OK, mais j'ai encore pas décidé. Tu t'achèterais un poisson rouge? Oh! Ça, c'est pas de trouble. Ben oui, c'est ça! Et un petit peu de nourriture à tous les matins, tu changes l'aquarium une fois de temps en temps. Puis tu sais que nous autres, on avait juste des bols, là. Oui. Il y avait juste des petits bocaux, là. Juste en masse, un coin de comptoir, ça fait la job. Fallait changer, l'eau une fois pendant le temps. On se retrouve la semaine prochaine? Absolument. Bonne semaine, tout le monde.